Vous écoutez le deuxième épisode du balado Marie et Élisabeth, supporter le poids de la couronne, avec Joanie Lehoux, Marie-Hélène Lalande, Marie-Ève Lucier-Gariepi, Frédéric Dubois et Marie-André Bergeron, dans une production des Écornifleuses. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce balado Marie et Élisabeth, supporter le poids de la couronne. Un balado qui est imaginé autour de la pièce Marie Stuart, une production des Écornifleuses présentée au théâtre Périscope. Je me présente, Marie-Hélène Lalande. Je suis co-directrice artistique des Écornifleuses et comédienne. Moi, c'est Joanie Lehoux, co-directrice artistique aussi de la compagnie, ainsi que comédienne pour la pièce. Donc, nous avons le bonheur d'interpréter, pour ma part, Élisabeth Ier, ainsi que la suivante de Marie Stuart, Kennedy. Et moi, je joue Marie Stuart, ainsi que la suivante d'Élisabeth, qui s'appelle Nanny. Au fil du travail qui a débuté, en fait, lors d'un lab ouvert au Théâtre Périscope en novembre 2019, nous avons plongé dans ce texte Marie Stuart de Dacia Marini. Donc, nous avons eu des discussions enveloppantes, enlevantes, oui, vraiment stimulantes aussi comme créatrice là, du spectacle. Nous sommes très, très bien entourés aussi dans cette équipe de création. Donc, nous travaillons avec Frédéric Dubois à la mise en scène, qui est avec nous. Bonjour. Salut! Allô? Salut! Et nous avons aussi Marie-Ève Lucier-Gariepi, qui a plusieurs chapeaux avec nous, en fait, donc qui fait l'assistance à la mise en scène et qui est aussi notre conseillère dramaturgique sur le spectacle. Bonjour. Allô, Marie-Ève. Salut! Donc, on a eu envie, en fait, d'ouvrir un peu les portes de notre salle de répétition où ont lieu beaucoup de ces échanges-là au sujet de ces reines, puis de la position de l'autrice aussi. Puis, ben voilà ce qu'on a envie de vous offrir. Donc, on a réfléchi à différents axes qu'on va aborder dans nos épisodes de balado. Il faut dire que le texte de Dacia Marini, en fait, elle s'est un peu inspirée du texte de Schiller qu'a écrit Marie Stuart dans les années au 18e siècle, 19e siècle? 1800 pile. 1800 pile, voilà. Pardon, donc Dacia Marini, c'est ça, elle s'est inspirée du texte de Schiller, mais elle en a fait une version un peu plus féministe, avec une vision un peu plus féministe. Elle a donné un petit peu plus de voix à ces femmes-là qui peut-être n'en avaient pas assez dans la version de Schiller. Puis c'est un texte quand même très dense. Il est pas, quand on l'a lu, il est très enlevant. Il est un peu, il est complexe. Il est assez dans la chronologie un peu de l'histoire. On a l'impression qu'il y a des retours en arrière beaucoup. Faut dire en fait aussi qu'il n'y a seulement que 4 personnages, mais ces 4 personnages sont interprétés par seulement 2 comédiennes. Donc chaque comédienne fait une des reines et la suivante de l'autre. Mais pourtant, il y a quand même d'autres personnages dans la pièce et on réalise que ce sont ces reines-là qui jouent tous les personnages qu'elles ont rencontrés dans leur vie. Donc, oui, il y a une espèce de chronologie dans l'histoire de la pièce de Dacia Marini, mais ces reines-là revisitent un peu leur passé pour essayer de comprendre, en tout cas, sans rentrer trop dans les détails tout de suite, mais c'est ça, elles essaient de comprendre un peu ce qui les a menées à leur état actuel dans la pièce. État actuel qui est en fait qu'on est vraiment dans les derniers jours en fait de Marie Stuart qui a été exécutée sous ordre d'Élisabeth Ier, et ça, c'est vraiment un fait historique, là. Mais donc, dans la pièce, on est pas mal à ce moment-là. Puis après, bien sûr, il y a tous ces jeux dans le temps là, dont Joanie parlait, surtout du côté de Marie, là, qui retourne dans son passé pour revisiter toutes sortes d'événements là, de son règne et de sa chute. Pour nous accompagner dans toutes ces discussions qui s'amorcent déjà, on a aussi Marie-André Bergeron qui est avec nous. Salut! Alors, Marie-André est professeure agrégée de littérature et d'études féministes à l'École des langues, linguistiques, littérature et culture de l'Université de Calgary. Oui. Je l'ai bien dit? Très bien. Je suis aussi, j'essaie d'être le plus possible une militante. Un peu moins, à Calgary, c'est un peu plus
c'est pas la même chose, disons, mais c'est important aussi pour moi de porter ce chapeau-là. Donc, c'est important de le dire. Puis, je suis une amatrice de théâtre, évidemment. Et merci beaucoup d'être avec nous. Fait que c'est ça, en fait, c'est qu'on a envie d'explorer dans les épisodes de notre balado, en fait, de vous raconter un peu là, l'histoire réelle de ces reines-là, mais sans embarquer dans les grands détails parce que, mon Dieu, que c'est assez intense, hein, la généalogie de l'époque. Donc, sans rentrer dans tous les détails, on va vous dessiner un peu les grands traits là, de la vie de ces reines-là. Puis, éventuellement, on va vraiment glisser vers le texte de Marini et aussi vraiment le côté féministe de ce texte-là, la vision de l'autrice, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par ses choix, par la mise en scène de ces reines-là. Donc, voilà. Parce que sans coller le texte à sa biographie ou à la manière dont elle a été militante, féministe à sa façon en Italie, il y a quand même vraiment beaucoup de liens à faire avec le contexte sociopolitique, féministe italien de l'époque de la création du texte. Donc, je pense que ça va être aussi intéressant de le lire et d'articuler le propos féministe du texte au contexte sociopolitique de l'époque. On peut se plonger peut-être là, dans la portion plus historique. On a fait quand même pas mal de recherches là, au sujet de la vie de ces deux femmes-là. Évidemment, personne n'est historienne agrégé. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, mais il y a quand même plusieurs clés aussi là, de compréhension du texte qu'on retrouve en faisant justement, en fouillant dans l'histoire de ces femmes-là. Histoire qui est quand même, qui a beaucoup de zones d'obscur, là, surtout du côté de Marie Stuart, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de disputes d'historiens, d'historiennes, certains qui croient qu'elle était, par exemple, impliquée dans un complot pour tuer son deuxième mari, d'autres pas. Donc, on essaiera peut-être d'éclaircir un petit peu là, tous ces doutes qui planent toujours aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a vraiment fait ou pas et aux informations qu'elle connaissait vraiment ou pas. Là. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des zones obscures dans l'histoire de ces femmes-là, il reste qu'à cette époque-là que ce grand empire-là était mené par deux femmes et que c'était deux femmes de grand pouvoir et de grande envergure. En tout cas, même l'histoire qui ne nous dit pas tout nous fait bien ressentir ça. Et c'est un point d'ancrage, effectivement, qui est intéressant à mettre en lumière. Mm-hmm. Oui, deux femmes de très grande envergure. Deux reines de grande envergure, je sais pas. Moi, je me permets d'émettre des doutes là-dessus. C'est-à-dire que la vivacité et le flair politique d'Élisabeth Ier sont maintes et maintes fois reconnus par plusieurs spécialistes. Pour ce qui est de Marie, on met un petit peu plus en doute là, sa capacité à gérer son royaume. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui affirment qu'elle aurait à peine joué son rôle de reine. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on parle du pouvoir de ces deux femmes-là, c'est qu'on voit qu'elles possèdent beaucoup, comme le disait Marini dans une entrevue que j'ai lue pour la recherche, là, dans l'entrevue Jeu. Ce qu'elle dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont du pouvoir, mais qu'elles sont pas libres, en fait. Puis c'est ce paradoxe-là qui est intéressant, j'imagine, pour vous, comédienne, metteur en scène, dramaturge, assistante et toute l'équipe, là, ça doit être intéressant d'explorer ça, ce paradoxe-là, comment ça se joue, comment ça se met en scène, ça se montre, ça se représente. J'imagine que c'est un moteur aussi pour votre création, puis votre perspective féministe aussi sur la pièce. Mm-hmm. C'est sûr que la position de régente ou régent d'un royaume, on a l'impression qu'elle est très convoitée par toutes celles et ceux qui n'y ont pas accès. Mais une fois qu'on est sur le trône, je pense que c'est peut-être l'endroit où on a le moins envie d'être parce que ça vient avec tout un lot de responsabilités, d'obligations. Et dans le cas de ces deux femmes, ça vient aussi avec un entourage politique entièrement masculin. Hein? C'est-à-dire que tous les conseillers, ou presque, mais la grande majorité des conseillers de Marie Stuart ou d'Élisabeth Ier étaient des hommes. Les monarques qui les avaient précédés aussi étaient généralement des hommes. Là. Dans le cas d'Élisabeth, il y a eu sa grande sœur avant, sa grande demi-sœur. Mais en général, le pouvoir était toujours offert à des hommes. Donc, au moment où les deux vont prendre la couronne, une en Écosse, l'autre en Angleterre, non seulement
Elles sont quand même jeunes aussi au moment où elles deviennent reines. Donc, il y a toute l'inexpérience de la vie, mais en plus, elles se retrouvent dans une position où on ne veut pas nécessairement d'elles sur le trône parce qu'elles sont des femmes. Oui, et ces deux reines qui sont montées sur le trône, en effet, très jeunes, dans l'extrême jeunesse, dans le cas de Marie Stuart, qui avait quelques jours quand son père est décédé, donc qui a été sacrée reine, là, elle avait même pas 1 mois. C'est sa mère, Marie de Guise, qui a assuré la régence et qui a été, au final, là, une des seules femmes actives politiquement dans l'entourage de Marie Stuart. C'est super intéressant, là, Marie-André, que tu as amené la question du pouvoir qui n'impliquait pas nécessairement la liberté pour ces deux femmes-là, parce que c'est vraiment ce qui les unit, et ce, malgré leur trajectoire assez différente. Puis on le sent vraiment dans le texte de Marini, là, que cette espèce de prison commune qu'elles ont, c'est ce qui les relie. Il y a quand même aussi plusieurs choses qui les opposent. Bon, tout d'abord, cette espèce de lutte qui existe entre elles pour le trône d'Angleterre, ou du moins la succession là, au trône d'Angleterre. Élisabeth Ier, on ne l'a pas encore dit là, clairement, elle est reine d'Angleterre. Marie Stuart, elle est reine d'Écosse. Ceci dit, elle a des aspirations au trône d'Angleterre, et ce, là, dès le tout début de son règne, parce qu'elle a un ancêtre commun avec Élisabeth, donc elle a quand même un lien avec la généalogie royale anglaise. Leur ancêtre commun, c'est Henri VII, qui a été roi d'Angleterre, qui est d'ailleurs le roi qui a mis fin là, à une guerre civile, un conflit intestin qui a duré pendant des décennies en Angleterre, qui est connu sous le nom de la guerre des 2 roses. Je le mentionne parce que pour les fans de Shakespeare qui connaissent bien là, le cycle des rois, c'est ce conflit-là qu'on suit là, avec Richard III là, et ses frères avant lui. Mais donc, Henri VII, lui, se trouve à être le grand-père d'Élisabeth Ier, donc le père d'Henri VIII, qui est, lui, le père d'Élisabeth, alors que Marie Stuart, elle, est l'arrière-petite-fille d'Henri VII. Donc, il y a comme une couche de plus, là. Puis là, bon, je vous épargne tous les noms là, de ses parents, de ses grands-parents, mais Élisabeth et Marie sont considérées comme des cousines, en fait. Donc, Marie a un lien de sang avec Henri VII. Élisabeth, elle, sa légitimité à être reine, bon, au moment où elle accède au trône, puis pendant une bonne partie de son règne, elle est reconnue reine, là. Mais il y a quand même une certaine tension, puis il y a, pour ses opposants, il y a une possibilité de contester, en fait, là, sa légitimité, parce que Élisabeth, c'est la fille d'un 2e mariage d'Henri VIII. Donc, Henri VIII a été marié à une première femme qui ne lui donnait pas de fils. Et on sait, bon, ben déjà là, on le voit hein, très clairement que c'est les fils qui étaient convoités parce qu'on voulait qu'ils montent sur le trône à la suite du père. Donc, Henri VIII va divorcer de sa première femme. Et là, bon, c'est quand même un épisode assez connu là, dans l'histoire occidentale. C'est ce qui va entraîner la fondation, entre guillemets, de l'anglicanisme, qui est une branche donc dans la religion protestante. Donc, avant cette rupture-là d'Henri VIII, c'était le catholicisme qui était la religion dominante en Angleterre. Et bon, suite à ça, le pays va devenir le protestant ou anglican. En tout cas, c'est vraiment plein de branches. Il y a beaucoup de nuances, mais on ne va pas entrer là-dedans. Donc, il divorce et il va se remarier avec Anne Boleyn. Anne Boleyn, voilà, qui, elle, est la mère d'Élisabeth. Donc, c'est avec cette femme-là qu'il va avoir sa 2e enfant, mais il y a plusieurs, forcément, des sujets catholiques qui vont contester la légitimité d'Élisabeth, d'autant plus que, finalement, Henri VIII va faire exécuter la pauvre Anne Boleyn, bon, sous prétexte qu'elle a commis l'adultère, pour pouvoir se remarier avec une autre femme, en espérant toujours avoir un fils, parce qu'Élisabeth avait encore le malheur d'être une fille, comme sa sœur aînée, Marie Tudor. Et donc, il va épouser une 3e femme, et là, il va avoir un fils, qui va être en fait le premier à régner suite à Henri VIII, à la mort de son père. Parce que la règle, c'était s'il y a un mec, s'il y a un homme dans la famille, c'est lui qui prend le relais. S'il n'y en a pas, là, c'est une femme. Si on n'a pas le choix, là, OK, on va donner à une femme. On va au moins rester dans la même famille, en fait. Mais donc, voilà. Édouard règne, il meurt assez jeune. Là, c'est Marie Tudor, la sœur aînée d'Élisabeth, qui prend le relais parce que c'est elle la plus âgée. Et à la mort de Marie Tudor,
là, c'est elle qui va nommer sa sœur Élisabeth comme sa successeur. Élisabeth qui, voilà, est protestante et qui est considérée comme, par certaines, comme une enfant bâtarde, au final, là, ou illégitime, disons, d'Henri VIII. Donc, son règne est contesté à l'intérieur même de son royaume et à l'extérieur également. Et voilà, c'est ce qui oppose, entre autres, ces deux femmes-là, et c'est ce qui fait que Marie-Stuart, elle, dit, ben moi j'ai mon arrière-grand-père, c'est ton grand-père, on est liés, fait que peut-être que... Oui, parce que de cette façon-là, Marie-Stuart, en fait, disait que elle-même n'était pas une bâtarde. Elle était de sang tout à fait royal et de naissance tout à fait légitime, contrairement à sa cousine. Je trouve ça intéressant d'analyser d'essayer de comprendre la généalogie d'un point de vue féministe en l'abordant sous l'angle de la confiance envers les femmes à cette époque-là. Parce qu'on attend le fils, on attend l'homme pour prendre le pouvoir, pour devenir roi. Puis on n'a pas confiance au fait que si c'est une fille qui naît, ce sera éventuellement une bonne reine. Donc on attend toujours que le fils arrive. Puis c'est la même chose aussi. Vous parliez du fait que la reine est entourée d'une équipe de conseillers, c'est des hommes, puis au fond ces hommes-là font pas confiance non plus vraiment à la reine. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Puis je me demandais est-ce que ce thème-là de la confiance, qui peut s'explorer à travers la relation entre les deux personnages ou dans leur relation avec le contexte social de leur époque, est-ce que c'est quelque chose que vous explorez? On l'explore pas nécessairement dans le sens que à chaque fois qu'on voit une reine dans la pièce, elle est avec sa suivante. Donc, nécessairement, il y a une espèce de lien de servitude, là, dans le sens que la reine est avec sa suivante. Fait qu'il y a une confiance dans le sens qu'elle n'a pas le choix, tu sais. La suivante, elle est supposée aimer et se dévouer à la reine, là. Fait que, tu sais, les reines se sentent en confiance avec la personne avec qui elles parlent vraiment dans la pièce, tu sais. Mais après ça, c'est ça qu'on explore, en fait, tout au long de la pièce, puis qu'on a découvert, c'est que, bien entendu, elles n'ont jamais... Ces reines-là, j'ai l'impression, en fait, là, du moins dans le regard de Marini, elles n'ont jamais été libres. Tu sais, ça a toujours été une joute tout le temps de défendre ce qu'elles voulaient faire, ce qu'elles voulaient être, les décisions qu'elles voulaient prendre. C'est toujours une joute. Là, tu sais, à quel point, quand on était roi à l'époque, ça devait être une joute pareille. Tu sais, est-ce que les hommes rois avaient une plus grande liberté? Peut-être pas. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un dialogue comme implicite avec leur contexte? Tu sais, je veux dire, c'est-à-dire que, parce que dans la pièce, elle parle quand même des hommes autour d'elle, sans nécessairement toujours leur parler directement, mais tu sais, est-ce que vous avez l'impression qu'elles sentent que les gens autour d'elles, dans les équipes de conseillers, etc., ont pas confiance en elles? J'ai l'impression que au-delà de la confiance, en fait, elles sont surtout réduites à être ce qu'on attend d'une femme à l'époque, Ouais. c'est-à-dire à jouer le rôle de la mère, de l'épouse. Et donc, elles sont limitées un peu dans la perception que les autres ont d'elles. Puis donc, c'est comme si ça passe beaucoup par l'idée du corps. Tu sais, leur corps ne devrait servir à ce moment-là qu'à produire un héritier mâle, idéalement. Puis c'est beaucoup autour de ça, justement, que Marini va ajouter un peu de chair autour de l'os parce que on ne donne pas nécessairement, dans l'œuvre de Schiller, en fait, là, la parole aux femmes qu'elles sont et à la volonté qu'elles ont chacune de vivre leur féminité comme elles l'entendent. Oui, c'est ça. On dirait que c'est pas tant une affaire de confiance plus que on dirait que les gens qui entouraient ces femmes-là réfléchissaient seulement à ce qu'elles devaient faire, soit faire des enfants, se marier et avoir un héritier mâle, tu sais. Fait que je pense pas que c'est une affaire de confiance, c'est juste une affaire de non, toi, en tant que femme, tes seules possibilités sont ça, de trouver mari pour rassurer le peuple sur sa sécurité et d'offrir un héritier pour que, encore une fois, assurer la sécurité de ton peuple. C'est ça qu'on te demande, fais rien d'autre, tu sais. Fait que c'est pas tant une affaire de confiance plus qu'une affaire de capacité, de possibilité, tu sais. Je pense qu'il y a quand même une question de la confiance qui, en tout cas chez Marini, j'ai l'impression qu'elles sont constamment en train de devoir prouver qu'elles sont capables de, et d'abord et avant tout à elles-mêmes. Et là, je pense à
comment on a travaillé, en tout cas, la montée d'Élisabeth, surtout dans l'acte 1, où Élisabeth, en tout cas, chez Marini, le temps est comme assez malléable. Puis la trajectoire d'Élisabeth, on comprend qu'on l'attrape au début alors qu'elle est encore assez nouvellement couronnée. Puis on a accès à sa formation, en fait, de reine, à son apprentissage. Puis de plus en plus, en la travaillant, on se rend compte que au début, dans les premiers tableaux, Élisabeth apprend à être reine, elle apprend la joute politique et elle, en tout cas, notre Élisabeth à nous, historiquement, là, c'est difficile de savoir, mais elle n'est pas assurée et toute puissante. Elle doit elle-même se convaincre qu'elle peut le faire puis qu'elle peut traiter avec ses conseillers qui lui font toutes sortes de tours de passe-passe. Elle peut traiter avec eux, elle peut pointer, en fait, les amphirois-prix qui lui organisent. Mais ça, elle l'apprend. Donc, la confiance, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là dès le départ. Puis ça, c'est intéressant parce que Élisabeth, souvent, on la représente comme la toute-puissante reine vierge, froide, qui est toujours restée très ferme dans son désir de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Mais nous, j'ai l'impression qu'on va chercher une vulnérabilité, en tout cas, chez elle. Bien, on voit une confiance se construire, mais quoi qu'il en soit, et je pense que c'est le rôle des souverains, des rois, des reines, elles ne peuvent faire confiance qu'à elles-mêmes. Mhm. Il est absolument impossible au sommet d'avoir confiance en qui que ce soit d'autre que de soi-même parce que c'est une posture et une position où tu es complètement seul. Et donc, et aujourd'hui, j'imagine que le pouvoir se vit aussi comme ça, mais quand même, il est beaucoup plus partagé. Mais à cette époque-là, et enfin, quand on lit Shakespeare aussi, puis qu'on lit justement le cycle des rois, c'est le grand cancer qui ronge ceux qui règnent. C'est-à-dire que voulant monter, ils s'isolent de tout. Et une fois en haut, ils sont complètement seuls. Et donc, tu ne peux faire confiance à personne. La seule référence que tu peux avoir, c'est toi-même. Et ça, on le sent bien quand même parce que ça crée dans l'œuvre de Marini, mais dans Shakespeare, même dans Schiller, en fait, ça crée comme toute la tension dramatique qui fait, en fait, qu'on voit ces personnages-là lutter d'abord contre eux-mêmes, en fait, contre elles-mêmes, si on veut vraiment parler de Marie Stuart et d'Élisabeth. C'est-à-dire que le grand conflit est d'abord et avant tout entre elles, personnellement, individuellement, entre elles-mêmes et elles-mêmes. La lutte est personnelle. Tu es toute seule. Et c'est lourd, et c'est difficile à porter, et c'est irréconciliable, et c'est sans issue et sans réponse. La seule réponse, c'est mourir ou être détrôné. C'est ça, tu sais. Donc, la confiance, pour moi, et c'est pour ça que c'est une posture, et c'est pour ça que c'est des personnages qui sont tellement intéressants, c'est que elles n'existent que par elles-mêmes, en fait, et que par leur propre structure de pensée. Ce qui est beau dans Marini, en fait, et qui était dans Schiller et qu'on peut penser qu'il était là historiquement aussi, c'est que c'est pas pour rien qu'elle s'appelle cousine ou sœur, c'est que tu ne peux te reconnaître que dans un autre souverain. Ou enfin, c'est le seul endroit où tu penses que quelqu'un peut véritablement te comprendre. Mais peux-tu avoir confiance? Ben, je pense pas, parce que l'autre veut ta place quand même. Donc, c'est capoté. Un espèce de respect. C'est tellement le fun. J'en parle, puis je capote. J'ai juste le goût de remonter tous les Shakespeare encore. Ouais. Tu sais, Marguerite d'Anjou, dans Henri VI, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des lionnes, elles doivent se battre pour exister, d'autant plus qu'elles sont des femmes. Mais une fois en haut, il n'y a pas d'issue. Tu ne peux que descendre. Est-ce que tu constates la même chose pour les personnages masculins dans les Shakespeare, par exemple, que tu as monté, Fred? Complètement, complètement. C'est le grand drame de tous les personnages royaux. C'est comme... Mais plus que ça, tu sais, je pense que c'est encore le drame des grands décideurs d'aujourd'hui. Tu sais, l'image qu'on avait beaucoup, c'est Obama, par exemple, qui déjà après 1 an de règne avait les cheveux blancs. Il y a comme quelque chose où le corps se met à vieillir, où l'esprit, tu sais, se cristallise dans une espèce de posture. Parce que tu es seul. Il n'y a que le président des États-Unis qui peut comprendre le président des États-Unis. Puis oui, absolument, dans Shakespeare, tous les personnages qui sont au sommet vivent ça. Allant de Richard II, je veux dire, qui va complètement accepter d'être déposé, jusqu'à Henri V, qui va être un grand roi parce qu'il est enraciné dans le bas de la pyramide, en fait. Il a vécu la taverne,
jusqu'à Henri VI, qui lui était très mauvais parce qu'il ne voulait pas être là, ce qui fait qu'il a été comme tassé par justement Marguerite d'Anjou, sa femme. Mais parce que justement Henri VI n'a pas voulu régner, ça a donné la place à Richard III. T'sais, il y a Édouard entre les deux, mais on ne parlera pas d'Édouard parce que c'est un piètre personnage. Je l'adore, mais je veux dire, c'est un être exécrable. Mais Richard III, qui lui, justement, lui aussi, comme Macbeth, par exemple, quand tu es en haut, le seul moyen que tu peux survivre, c'est pour Macbeth, c'est de tuer les autres. Puis Richard III va faire ça aussi. C'est pour ça aussi que quand Henri VII débarque puis qu'il sauve la gang, puis qu'Henri VIII débarque, il légitimise beaucoup Élisabeth. Donc oui, elle est bâtarde, mais elle est quand même la petite fille de celui qui a brisé ce cycle-là. Mais ils s'en sortent pas. Ils sont en haut, ils souffrent. Marie Tudor, on en a vitement parlé, mais je veux dire, c'était quand même de Bloody Mary. C'est comme, on dirait qu'ils se mettent à... on dirait qu'il y a quelque chose d'irréel dans l'acte d'exister comme reine qui se met en marche, où soit tu tues, soit tu rayonnes d'une manière extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure, jamais. Ce qui fait que pour moi, la confiance, puisque je veux louper avec la confiance, là, c'est pas simple. Tu es seul. Ben, il y a encore un lien à faire avec la question de la confiance puis du fait qu'on attend toujours le fils. Marie Stuart, qui est donc la première fille légitime de Marie de Guise et de Jacques V, son père. Son père, était déjà très mal portant là, quelques jours avant sa naissance, donc on se doutait, il était agonisant, on se doutait que c'était ses derniers jours, ses dernières heures qu'il vivait. Mais il a quand même su que sa femme accouchait et qu'elle accouchait d'une fille, et il a pesté, là, je ne sais plus exactement c'est quoi la citation qu'il a dit, mais il a dit... Bon, en plus, c'est une fille. Puis il est mort comme dans la catastrophe la plus totale à cause de ça. Là. Parce qu'en plus, il a eu la confirmation qu'il n'avait pas de fils avant de mourir. Mais donc, voilà, c'est sa mère qui prend la régence. Puis, dès l'âge de 5 ans, on la voit en France. Marie de Guise est d'origine française. Donc, Marie Stuart a quand même de la famille en France. Puis, on va conclure une alliance là, entre Marie, 5 ans, et le dauphin français, donc le futur François II, qui est assez jeune aussi, là, même plus jeune que Marie Stuart, si je ne me trompe pas. Ceci dit, bon, ils ont à peu près le même âge. Là. On conclut leur union, leur fiançailles, et on envoie Marie là, en France. Donc, elle va avoir, elle, une éducation française. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages de l'époque là, qui notent qu'elle parlait l'écossais avec un accent français. Donc, elle a appris très, très bien le français. Elle écrivait, entre autres, là, elle-même des poèmes en français très souvent. Et elle a reçu, c'est ça, une éducation là, comme toutes les nobles à la cour française à l'époque. Là. Puis, elle a vraiment grandi dans le luxe de la cour française, les bals, les poètes, Ronsard du Bellay qu'elle côtoyait, donc l'art quand même, la musique, les immenses banquets avec la nourriture là, en abondance, raffinée. La cour française, c'était à des lieux de la cour écossaise à la même époque. Là. D'abord, la France était beaucoup plus populeuse et c'était un pays immensément plus riche que l'Écosse, qui était assez pauvre, peu peuplée. Et bon, le sud de l'Écosse, quand même, était assez développé. Là. Il y avait certains châteaux, par exemple, qui étaient dans un style Renaissance, là, comme on pouvait, en tout cas, inspiré du style français, par exemple. Mais tout le nord, un climat quand même plus aride, très peu peuplé. C'est beaucoup là que se situaient d'ailleurs là, les catholiques écossais. Parce qu'en Écosse, la religion, c'était le protestantisme aussi, mais il y avait quand même là, certaines familles qui étaient encore catholiques. Mais donc, voilà. Donc, Marie, elle, est très vite évacuée de cette réalité-là. Elle grandit dans le faste français. Finalement, elle va célébrer là, son mariage avec le futur François II. Et 1 an plus tard, le roi français, le père, donc son beau-père à Marie, va décéder là, de façon assez inattendue. Donc, c'est son fils qui va prendre la relève, qui va devenir roi, et Marie Stuart va être reine française. Pendant très peu de temps, pendant un petit peu plus qu'1 an, il me semble, parce que, bon, François II était assez... il avait une santé très, très, très fragile. Ça a toujours été comme ça là, pendant toute sa jeunesse, et il va décéder là, après seulement 1 an à peine de règne. Donc, Marie, évidemment, à sa mort, ne sera plus
reine. Et là, elle est toujours reine d'Écosse, mais elle n'est plus reine française. Et là, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette reine d'Écosse à la cour française? Sa belle-mère, qui est Catherine de Médicis, ne l'aime pas tellement. Alors, elle a comme tendance à vouloir l'évacuer. Puis là, bon, après consultation, on va prendre la décision de renvoyer Marie Stuart. C'est elle-même, en fait, là, elle est rendue quand même plus âgée. Quel âge elle a quand son mari décède? Elle n'a pas comme 18 ans. Elle est vraiment vieille. Elle est vraiment vieille. Vraiment très vieille, mature. Puis pendant ce temps, en Écosse, c'est qui assurait la régence? Ça a été Marie de Guise pendant presque tout ce temps-là, mais elle est décédée là, 1 an ou 2 avant que Marie retourne. Donc, c'est son demi-frère à Marie, le comte de Murray, qui va prendre le relais de la régence, qui est un enfant. Donc, il a le même père que Marie, mais c'est un enfant d'une autre femme. Et c'est un bâtard, là. D'ailleurs, ce roi-là, comme plusieurs rois, là, le père de Marie était reconnu pour avoir eu plusieurs relations hors mariage et avoir donc plusieurs enfants, plusieurs bâtards, comme on les appelait. Mais donc, c'est lui qui va assurer la régence jusqu'à ce que Marie revienne. Et donc, voilà, elle retourne en Écosse et là, quand même, elle vit un certain choc. Bon, d'abord culturel, parce que, comme je le disais, la réalité est assez différente en Écosse de ce qu'elle est à la cour française à l'époque. Puis Marie, en tant que reine française, elle a été là très peu longtemps. Elle n'a pas tellement appris à régner. Elle n'a pas été reine. Bon, de un, c'était surtout son mari là, qui était responsable. Mais donc, on ne peut pas dire qu'elle arrive là avec une expérience du pouvoir immense, là. Elle est vraiment comme... Elle arrive puis elle doit apprendre tout ça d'un coup. Et elle a quand même une situation assez délicate à gérer. Bon, elle-même, Marie Stuart est catholique. Ceci dit, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le protestantisme qui est la religion dominante là, en Écosse à ce moment-là. Donc là, elle doit réconcilier ça, déjà trouver une façon... Finalement, elle va en arriver à une entente là, avec ses conseillers politiques. Elle va dire, moi, je réclame le droit de continuer de pratiquer ma religion à moi, en privé, mais je laisse La liberté de religion, si on peut dire. Non, même c'était pas la liberté de religion. Elle a reconnu que ça serait toujours le protestantisme qui serait la religion dominante en Écosse, puis qu'elle avait comme une sorte de privilège, mais les citoyennes écossaises pouvaient pas se rendre à la messe catholique, là. Ah non, OK. Non. C'était vraiment, une sorte de privilège royal. Donc, comme ça, elle s'assurait d'une certaine façon la paix dans son royaume. Évidemment, elle a déplu aux catholiques en faisant ça. Donc ça, déjà, c'est une problématique assez délicate qu'elle a eu à adresser très tôt pendant son règne en Écosse. Et après ça, elle arrive aussi dans un pays qui n'est pas unifié. Le pouvoir royal en Écosse est pas le même qu'il pouvait l'être en France et même en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de grandes familles écossaises, là, des lords qui ont beaucoup de pouvoir quand même, puis qui ont chacun leurs petites armées. Puis il y a tout un système d'alliances, de mésalliances là, à l'intérieur de ça, qui est beaucoup lié quand même à la religion, mais à d'autres choses aussi. Et donc, Marie est aux prises avec ça, là, avec comme toutes ces familles-là qui tirent leur bout de la couverte pour obtenir les privilèges qu'ils souhaitent. Donc, au début, je disais, il y en a qui disent qu'elle n'a pas été une grande reine, voire qu'elle n'a même pas fait sa job de reine. Elle avait du pain sur la planche. Elle l'a pas eu facile. Là, fait que c'est facile de dire que c'était pas une grande politicienne ou en tout cas une grande souveraine, mais je pense qu'à sa défense, elle avait, plusieurs défis. Parce que déjà, d'accepter la religion autre, de ne pas imposer la sienne, c'était quand même déjà un bon mouvement stratégique quand même là, pour prendre une place tout en respectant les autres, justement, de ne pas s'imposer pour essayer de garder justement un certain pouvoir. On peut penser que ça a été un de ses bons coups. Après, ceci dit, elle n'a vraiment pas toujours eu cette logique-là pendant son règne. Puis une jeune reine veuve comme ça qui débarque sur un trône un peu mal en point. Il y avait quand même quelques prétendants, probablement, qui cherchaient à aller s'asseoir sur le siège à ses côtés et peut-être s'emparer aussi de la couronne et devenir roi par alliance. Mm-hmm. Ce qui est alléchant, en fait, pour la panoplie de prétendants là, au mariage avec Marie Stuart une fois qu'elle est de retour en Écosse,
c'est la question de pouvoir accéder, bon, bien sûr, au trône écossais, possiblement même au trône anglais, puisque Marie a quand même des prétentions là, à la couronne anglaise. Et par ce biais-là, d'avoir forcément un poids politique, économique, qu'une femme qui aurait marié un roi dans la même position que Marie-Stuart n'aurait pas eu. Puis ça, comme je le disais un petit peu plus tôt, là, c'est quand même intéressant et fort pertinent quand on pense à la réécriture de Mariani, de noter cette différence-là là, entre le pouvoir qu'obtenait un homme en mariant une reine et le pouvoir qu'obtenait une femme en mariant un roi. Finalement, bon, à travers tout ça, Marie-Stuart, quand même, elle peut pas plaire à tous les partis, déjà, là, et elle va un peu en faire à sa tête quand même dans le prétendant qu'elle va finir par choisir. C'est-à-dire qu'elle va jeter son dévolu sur un dénommé Henry Darnley, qui est un comte anglais, donc qui n'est pas écossais, qui est catholique. Et en Angleterre, comme en Écosse, la religion dominante, depuis qu'Élisabeth est remontée et montée en fait sur le trône, c'est le protestantisme. Il y a eu beaucoup de variations là, dans les dernières années. Bon, on se rappelle qu'Henri VIII a comme créé un schisme dans la chrétienté. Après ça, quand son fils, lui, a continué là, dans la même veine que son père, Édouard, là, qui a été sur le trône pas très longtemps, c'est des détails. Ce qui est important de savoir, c'est juste que quand Marie Tudor, la sœur aînée d'Élisabeth, est montée sur le trône, elle a rétabli le catholicisme et ça a donné lieu à des conflits assez sanglants en Angleterre. Elle a vraiment, en fait, persécuté les protestants. Et Élisabeth, elle qui a toujours été d'allégeance protestante, a rétabli le protestantisme une fois qu'elle est arrivée sur le trône. Mais donc, Darnley n'est certainement pas son favori à elle pour se marier avec Marie Stuart parce qu'il est catholique comme elle et il y a encore une instabilité là, dans toutes ces joutes-là politiques par rapport à la religion. On craint encore que quelqu'un arrive à rétablir le catholicisme et en Écosse et en Angleterre puis que ça cause d'autres dissensions sociales, d'autres conflits. Donc voilà, donc c'est pas le choix privilégié du tout par Élisabeth, même que ça provoque son mécontentement. La raison pour laquelle Marie-Stuart va finalement jeter son dévolu sur Darnley, c'est qu'elle tombe follement amoureuse de cet homme. Il va entre autres tomber malade là, parce qu'il va bien sûr la rencontrer en Écosse. Il est donc à la cour écossaise. Il tombe malade, elle va prendre soin de lui. Elle est à son chevet jour après jour. Et c'est plusieurs qui disent là, que c'est à travers comme cette espèce de soin-là qu'on a vu émerger là, une flamme assez passionnée entre Marie et Darnley. Donc, elle suit son cœur, Marie, en épousant Darnley. Après, ça va s'avérer quand même un choix plutôt périlleux parce que Darnley va décevoir l'amour de Marie. Il va s'avérer un très mauvais roi. Il est jeune, là, comme Marie. Là, bien sûr, tout à l'heure, on rigolait un peu en disant ben là, elle a 18 ans, la voilà, toute vieille, prête à prendre le trône. Non, mais lui, là, il est dans ces âges-là aussi, là, jeune vingtaine. Donc, mais il n'est pas un roi responsable. Il va à la chasse, il se saoule. Bon, c'est possible qu'il ait trompé Marie, mais ça, c'est pas attesté, il me semble. Mais donc, assez rapidement, là, l'idylle va... se faner. Oui, se décomposer. Et les relations vont devenir très tendues entre Marie et Darnley. Et ça, c'est quand même assez connu là, parmi les lords écossais. Même à l'international, on le sait qu'ils s'entendent plus très bien. Donc, si je comprends bien, Marie Stuart fait le choix de l'amour, du mariage, de la famille. Et puis, quand je faisais la recherche, je lisais, puis je lisais un truc où Mariani mentionnait que il y avait aussi beaucoup de choses auxquelles les reines devaient renoncer pour pouvoir accéder au trône et y rester. Dans ce sens-là, est-ce que, là, on parlait des choix qu'elle a faits, de la famille, de l'amour, etc. À quoi a-t-elle renoncé? Oh, bonne question. Ben, ultimement, elle a renoncé à sa vie. Oui. En faisant le choix de Darnley, elle n'était pas consciente que ça irait jusque-là. Elle n'était pas consciente non plus que ça lui ferait perdre la couronne, mais c'est quand même ça qui est arrivé. Et presque tous les spécialistes là, notent que sa nature passionnée, que le fait qu'elle ait privilégié l'amour, ça lui a fait perdre le pouvoir au final. Ça a été un faux pas politique, disons. Mais c'est ça, j'allais dire. Mais sur le coup, elle n'a pas justement renoncé à rien. Au contraire, elle aurait comme
elle serait allée selon ses envies, si on comprend bien, justement, parce qu'elle s'est fait offrir, quand même, on n'est pas rentré dans ces détails-là, mais elle fait offrir des prétendants, tu sais, venus d'autres royaumes pour des espèces d'allégeances, puis elle les a refusés pour aller selon son cœur, fait qu'elle n'a rien refusé, donc. Ben, c'est sûr que c'est toujours dangereux d'y aller avec les « et si », là, mais je pense quand même qu'elle a renoncé à une bonne entente avec sa chère cousine anglaise, c'est-à-dire à un maintien des bonnes relations. Politiquement, sans doute qu'il y aurait eu beaucoup plus à retirer d'une alliance avec l'Angleterre, puis peut-être même qu'au final, elle aurait eu là, sa succession qu'elle voulait tant. Je crois, évidemment que tout ça est discutable, mais je crois qu'en faisant le choix de l'amour, elle renonce à une bonne position politique, à des bonnes relations internationales. C'est un petit peu... C'est ça qui est intéressant dans le cas des femmes, en fait, parce que c'est irréconciliable. Si tu fais le choix de l'intime, tu renonces au politique. Puis si tu fais le choix du politique, tu renonces à l'intime. Tu sais. Voilà. C'est un enjeu de la pièce, j'ai l'impression, qui est assez central. Puis je me demandais comment vous allez le représenter, tu sais, sur scène. Mais la figure de ça, c'est Élisabeth, en fait. Et c'est là, en fait, qui est intéressant, le texte de Marigny, parce que, et c'est là où est la grande lutte, c'est-à-dire que cette supposée reine vierge, qui était Élisabeth, je pose pas de jugement là, sur le fait qu'elle soit vierge ou pas, là, c'est juste qu'elle s'est elle-même a trop proclamé vierge, surtout pour prendre une posture qui était plus celle d'un homme. Mais c'est assez clair qu'Élisabeth, elle a renoncé à l'amour justement pour devenir régnante. Et elle a renoncé, plus qu'à l'amour, elle a renoncé à ce qui était passionnel en elle, en fait, à ce qui était spontané, à ce qui était émotif, en fait, en elle. Mais c'est ce qu'on comprend dans la pièce. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé dans la vie? On le saura jamais. Mais c'est ce qui est souvent dépeint, en fait. Et c'est cette espèce de tenue-là de femme droite au regard fonceur, guerrier. Elle est devenue une guerrière, elle est devenue... Puis c'est là où c'est intéressant, en fait, parce que tout ce à quoi a renoncé Élisabeth et pas Marie Stuart, qui, au départ, donne raison à Élisabeth, parce qu'elle sera celle qui, de sa vie, va régner le plus longtemps, alors que Marie Stuart va tomber beaucoup plus vite. Mais au final, l'histoire va nous dire que c'est l'enfant de Marie Stuart qui va prendre le trône d'Angleterre, finalement. Et Marie Stuart, on va s'en rappeler aussi, c'est-à-dire que le temps va quand même donner raison à Marie Stuart d'avoir été celle qu'elle aura été. Est-ce qu'Élisabeth a plus ou moins renoncé que Marie Stuart, etc. Mais toute la posture dramatique et la tension dramatique de la pièce repose là-dessus, en fait, sur qu'est-ce que j'abandonne comme femme, qu'est-ce que j'abandonne, la maternité, l'amour, le désir, Le mariage. le mariage, le cliché de la passion, etc. Là, mais je veux dire, c'est quand même présent, là, cette chose-là. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'Élisabeth, à ce niveau-là, est représentée comme une figure anti-maternelle? Je pense pas que ce soit tout à fait ça. Je pense que c'est simplement une femme qui, d'une part, peut-être avait pas tant que ça envie là, de devenir une mère. Puis, en plus, elle a surtout voulu protéger sa couronne. C'était effectivement un choix stratégique, un choix politique. Elle savait que si elle succombait à la pression populaire, puis la pression de ses conseillers qui ne cessaient de lui demander quand allez-vous vous marier, quand aurez-vous un enfant, un héritier, si elle cédait à ça, elle allait perdre son réel pouvoir. Donc, elle a fini, comme disait Fred, par faire le choix de, entre guillemets, devenir un homme, donc assumer entièrement la responsabilité politique de son trône. Et pour ça, elle a publiquement renoncé au mariage et à l'enfantement en s'autoproclamant la Reine Vierge. Mm-hmm. Et c'est un renoncement qui, je crois, est comme à la fois une forme d'empuissancement, parce que quand même, Élisabeth a dû tenir tête à ses conseillers maintes et maintes fois sur cette question-là du mariage et, bon, la question de la maternité aussi qui en découlait. Elle a même utilisé le mariage comme une sorte d'arme politique, là, c'est-à-dire que elle a fait des promesses de mariage. Évidemment, elle s'est jamais compromise, là, mais elle laissait planer là, une possibilité de mariage, des fois avec un prétendant français, parce qu'elle avait besoin de garder une bonne relation avec la France pendant un temps. Ça lui profitait politiquement. Donc, elle s'en est vraiment servie comme un outil politique. Et en cela, bon, elle a été puissante à travers ça. Ceci dit, je pense que ça lui a coûté aussi parce que, bon, on disait tout à l'heure qu'elle a renoncé à l'amour. Élisabeth,
en tout cas, évidemment, historiquement, c'est difficile de certifier qu'elle a été amoureuse, mais chez Marini, chez Schiller aussi, elle est amoureuse, ou du moins, elle a été amoureuse d'un de ses conseillers, le comte de Leicester, qu'elle a elle-même nommé, en fait, comte de Leicester. Robert, ce fameux Robert, elle l'a aimé, elle a eu une liaison avec lui pendant plusieurs années. C'était quand même assez connu. Et ça aurait été un possible prétendant au mariage. Bon, ceci dit, lui-même a été comme mêlé à un scandale de possible assassinat de sa première femme. Et politiquement, c'est devenu trop dangereux. En fait, ça aurait été trop compromettant pour Élisabeth de se marier avec lui puis d'entacher sa propre réputation via ça. Donc, elle y a renoncé totalement. Donc, voilà, je pense que c'était sa position par rapport au mariage était à la fois une forme d'empuissancement, mais aussi une certaine forme d'aliénation, ou en tout cas d'asservissement. Vous faites référence à Élisabeth comme étant la reine vierge, puis je trouve ça intéressant parce que la signification de la virginité dans l'histoire culturelle c'est assez clair, là, que c'est un rite de passage. J'ai une amie qui a travaillé sur ces questions-là, là, sur l'histoire culturelle des représentations de la virginité, Eftia Mielakis, qui a publié un livre au PUM il y a 2, 3, 4 ans, je sais pas trop, mais je trouve ça intéressant parce que s'autoproclamer la reine vierge, c'est dire, finalement, c'est essayer de montrer ou de se représenter comme quelqu'un qui n'a pas traversé ce rite de passage-là, qui mène au devenir femme. Donc, c'est se présenter comme moins femme que d'autres. Est-ce que vous pensez que ça sert son pouvoir? Je sais pas si c'est moins femme ou... Je voulais pas dire moins femme, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire comme moins féminin. Parce que le rite de passage, c'est de passer de comme jeune fille à femme mature, tu sais. Fait que il y a quelque chose de l'ordre de la rhétorique ou de la persona quand tu dis que t'es comme la reine vierge. Je sais pas non plus si, peut-être Marie-Ève, tu peux répondre à cette question-là. Tu sais, est-ce que, je veux dire, on sait qu'Élisabeth était la reine vierge, on sait qu'elle avait autoproclamé. Je sais pas quelle place historiquement ça a pris vraiment, ou si c'est quelque chose qu'on redit beaucoup aussi parce que justement théâtralement, historiquement, c'est très fort en fait. Tu sais, ça fait un personnage, tu sais, ça fait pour un personnage une caractéristique extrêmement intéressante. Elle est représentée vraiment comme ça dans le texte de Marini. Ah oui, absolument. Mais c'est une posture politique. Puis c'est en plus, ça, je pense qu'il faut le noter, là, c'est le moment où elle le dit officiellement dans le texte de Marini, c'est après son long discours là, à la Chambre devant la Chambre des Lords et la Chambre des communes. Elle fait son espèce de plan politique, puis elle est comme, c'est même, ça va marcher, c'est même, ça va marcher. Nanana. Puis, pour ce qui est du mariage, ben, gars, il y en aura probablement pas. En tout cas, ça sera pas ça ma priorité. Puis si jamais je me marie jamais, vous allez écrire ici J, la reine vierge, whatever. Et c'est souvent ce qu'on voit, tu sais, aussi, même, mettons, dans le film, quand on parle du film avec Cate Blanchett ou avec le dernier Queen of Scots aussi, tu sais, c'est que dans sa prime jeunesse de reine, elle est amoureuse, elle est avec un homme qu'elle aime, elle a des relations, elle est vraiment comme, elle y va dans cette affaire-là. Puis comme tu dis, Marie-Ève, c'est juste qu'à un moment donné, politiquement, pour affirmer sa posture et pour affirmer sa royauté, sa majesté, ce n'est plus jouable, effectivement. Et donc, elle prend une décision, tu sais, qui arrive au même moment. On ne sait pas si dans la vraie histoire, ça s'est passé comme ça, mais c'est tout le temps dépeint comme ça, en fait, dans tout ce qui sont dans toutes les œuvres de fiction. C'est qu'à un moment donné, se présentant devant des assemblées d'hommes, parce que, tu sais, il n'y avait qu'elle de femmes dans les assemblées. Devant les assemblées d'hommes, elle fait « Eh bien voilà, ça va être ça ma condition. Je vais jouer sur votre patinoire. » Je vais jouer sur... C'est toi qui disais ça, Marie-Ève, tantôt, c'est-à-dire que les hommes ne se posaient pas la question s'ils étaient des amoureux, des amants, des baiseurs, Personne ne parlait probablement de ça pour les hommes. Mais pourquoi ça prenait une position si importante pour les femmes? Évidemment parce que elle enfante et donc elle a un esti de pouvoir biologique. Fait qu'elle, devant l'Assemblée des hommes, elle dit « Je prends cette posture-là ». C'est-à-dire que si pour vous, le désir, l'amour, le sexe, le cul, ça prend pas de place, ça n'en prendra pas pour moi non plus. C'est comme à tel point l'affirmer que je vais dire que je suis vierge. Donc, tu retires complètement de toi-même ce qui pourrait être
ce que tu dis, c'est-à-dire le rite, non seulement le rite de passage, mais toute la possibilité même, tu sais, comme de l'enfantement. Donc, je ne sais pas si ça devient, puis là, je le dis, tu sais, puis je réfléchis en même temps, mais je veux dire, en même temps, ça devient, c'est fort comme posture politique, puis il n'y a pas beaucoup de choses à répondre à ça de la part des autres, parce que tu dis, tu fais fermer la gueule à tout le monde en faisant ça, tu sais. C'est triste, parce que ça veut dire que, tu sais, elle ne peut plus être une femme ou. Puis ça, on le voit aussi dans la pièce de Marini, c'est-à-dire quand on lui présente des prétendants espagnols et tout ça, c'est tout des laidrons, des bossus, c'est comme, c'est pas important avec qui tu vas être marié, il faut que tu sois marié avec quelqu'un qui a le sang bleu, en fait. Mais elle est amoureuse d'un Robert dans la caste qui sont en dessous d'elle, etc. Fait que ce qui est beau de ça, c'est-à-dire, c'est que tout le désir, l'amour, la passion est retiré pour avoir du pouvoir. Alors que Marie Stuart, elle, justement, elle plonge dans cette espèce de passion-là et de vivacité, d'amour et d'enfantement et de posture féministe, de femme, en fait, pas féministe, mais de femme complète. Elle y va, elle, complètement dans cette affaire-là. Mm-hmm. C'est pas pour rien qu'on en parle encore aujourd'hui puis que ça crée autant d'œuvres de fiction et tout ça, parce que c'est une dualité qui est exceptionnelle. C'est exceptionnel, cette affaire-là. Et que ces deux femmes-là se soient retrouvées en même temps face à face, comme le miroir l'une de l'autre, c'est magnifique. C'est beau, c'est un hasard de vie historique et formidable. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'en suis avec tout ça, si je réponds à ta question, mais moi, je le vois comme ça, en fait. Je le vois vraiment comme une âme politique. Et je pense pas qu'elle est, en tout cas de mon point de vue, là, de metteur en scène qui tripe et qui adore ça, là, je pense pas qu'elle renonçait tant que ça à la femme. Je pense qu'elle gagnait plus comme une posture de pouvoir. C'est encore tellement paradoxal. Puis je pense que c'est le mot... c'est un des mots-clés qu'en tout cas, moi, j'essaie d'avoir en tête j'ai essayé d'avoir en tête quand je lisais la pièce, parce que son arme politique la plus redoutable, c'est encore un élément qui relève de son intimité. Tu sais, c'est intime, là. Mm-hmm. Dire que t'es vierge ou que t'es pas vierge. Ouais. Ça parle de ta sexualité, ça parle de ta vie intime. Mais c'est comme si elle essaie de retirer... Ben, non, en même temps, parce qu'elle le met vraiment à la face de tout le monde en disant « Je suis vierge et je resterai vierge ». Tu sais, en même temps, elle le met à la face de tout le monde. Mais c'est pour, justement, on dirait, essayer de retirer cet argument-là infini qui revient toujours et qui la réduit à une seule position, tu sais. Mais en même temps, le fait qu'elle s'autoproclame comme ça, ce que ça dit aussi, c'est qu'elle n'a pas le choix d'adresser la question. Mm-hmm. Même si c'est pour dire « je suis vierge », elle doit quand même se nommer et construire son identité par rapport à cette question-là du corps. Chose qu'un homme n'avait pas à faire, pas du tout. Pouvez-vous vous imaginer si un roi arrivait et disait « C'est ma posture politique, là, je suis puceau. » Ben non, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est impossible. C'est retirer toute la puissance, tout le pouvoir, alors que dans le cas d'Élisabeth, c'est là qu'elle essaie de puiser une de ses forces, enfin. On n'a pas évolué beaucoup, je veux dire, encore aujourd'hui, puis c'est sur une autre mesure, mais je veux dire, on en a parlé au début du travail, quand on a parlé de Catherine Dorion, quand on a parlé de Hillary Clinton, etc., Pauline Marois qui en parle souvent, tu sais que pour elle, on parle de comment elle s'habille, de l'allure, il y a encore tout ça, c'est-à-dire le politique est relié au sexe masculin, d'une manière pathétique. Je sais pas c'est quoi le mot. Non, il n'y a pas de jugement ici. Oui. Tu sais, mais je veux dire, c'est fou, puis c'est vrai ce que tu dis, puis je pense que c'est ce que Marini essaie de rétablir. Juste pour conclure par rapport à cette question-là du mariage et de l'opposition totale entre la trajectoire de Marie et celle d'Élisabeth, les choix qu'elles font et les renoncements qu'elles font. Parce que souvent, j'ai l'impression, en tout cas, que dans notre imaginaire, et quand je lis aussi des ouvrages d'historiens, je dis historiens parce que c'est essentiellement des ouvrages d'hommes que j'ai lus, là, mais Marie Stuart est dépeinte comme une femme très peu habile politiquement et comme une femme très, très, très féminine qui a suivi ses instincts, ses passions et tout ça. Et elle est forcément affaiblie par cette posture-là puis par cette façon-là dont on la présente, alors qu'Élisabeth, elle est présentée comme une
super femme politique qui a fait des choix sans doute déchirants, mais beaucoup plus rationnels qui l'ont mené donc à un règne beaucoup plus riche, beaucoup plus long que celui de Marie-Stuart. Donc, on dépeint Élisabeth comme celle qui a pris comme la trajectoire la plus payante, entre guillemets, ou en tout cas, chez Marini, elle nous ramène au fait que ces deux femmes-là ont été perdantes au final dans leur choix et leur renoncement, puis que de renoncer à l'amour pour Élisabeth, ça n'a pas été nécessairement quelque chose qui lui a amené plus de pouvoir ou plus de félicité, ou en tout cas, elle dépeint vraiment ça, ce que tu disais, Marie-André, là, par rapport au fait que faut forcément rejeter soit l'intime, soit le politique, mais c'est très limpide chez Marini, puis ça nous met face à deux femmes, en fait. Ouais. Tu sais, on quitte chez Marini la couronne aussi. Donc, on ne les définit pas seulement du point de vue de la reine qu'elles sont. On revient à la femme aussi que chacune d'elles est. C'est ça, c'était dans son intention aussi, hein? L'intention de Marini, de redonner à ces deux personnages-là, dans sa relecture de la pièce de Schiller, une place plus importante, qui, à travers un discours qui abordait justement pas uniquement la question de la couronne, mais qui abordait la question du pouvoir différemment aussi, à travers des discours qui relèvent plus de l'intime, notamment, mais pas uniquement, tu sais. Je pense que ça, c'est dans l'air du temps aussi, là. C'est-à-dire que, tu sais, les relectures féministes d'œuvres classiques dans les années 70, à la période de la deuxième vague, c'est quelque chose qui revient assez souvent, là, dans la mesure où on essaie de redonner une voix à des femmes qui en ont eu peut-être moins dans les représentations plus classiques. Puis, je pense que Marini s'inscrit tout à fait là-dedans avec sa lecture de la pièce de Schiller, puis aussi dans sa démarche aussi en tant qu'autrice de romans, de poèmes, pas uniquement dans son théâtre, là. Moi, je suis pas une spécialiste là, du féminisme de la deuxième vague en Italie, mais pour avoir lu un peu, elle a quand même une voix importante, là, Marini, à ce niveau-là. Est-ce que c'est justement de vouloir aussi dépeindre des femmes qui sont plus complexes, qui sont multidimensionnelles, dans le sens que c'est un peu ce qui nous a intéressé, moi puis Marie-Hélène, dans le désir de monter ce texte-là, c'est que, tu sais, on se plaint pas de jouer des Lady Macbeth ou des classiques d'époque, mais c'est juste que souvent, on dirait que les rôles, les possibilités qu'on a de jouer dans les classiques en tant que femme, les possibilités émotionnelles, si je peux dire, sont assez minimes. Tu sais, c'est que les femmes n'avaient jamais de pouvoir. Elles sont tout le temps dépeintes comme soit la parfaite victime, résiliente, qui accepte le sort qui lui tombe dessus, soit qu'elle doit manigancer par en dessous, beaucoup avec des attraits physiques, beaucoup par la sexualité, mais toujours par en dessous. C'est pas mal ça qu'on peut jouer. Tu sais, puis c'est pas mal des personnages qui sont dépeints de façon un peu unidimensionnelle. Mais là, dans ce texte-là, on voit la femme, on voit la reine, on voit la mère, on voit la fille. Elles sont complexes, elles sont riches, elles ne sont pas justement unidimensionnelles. C'est comme disait Marie-Ève tantôt, effectivement, on a tellement une image très forte d'Élisabeth. Là, soudainement, on la voit faible par moment, on la voit seule, on la voit qui se construit. Puis Marie-Stuart qui est dépeinte comme une passionnée, puis quasiment comme une peut-être folle, peut-être pas à ce point-là, mais du moins, tu sais, qui justement a été trop dans l'amour et trop envers les hommes. Ben là, on voit qu'elle pourtant elle a été sur les champs de bataille, qu'elle a essayé de participer, qu'elle a essayé de réfléchir avec les outils qu'on lui a donnés, tu sais, elle a essayé d'agir. Fait que bref, dans la pièce, c'est ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'il y avait une dimension très, très grande pour nous d'aller comme de s'enfoncer dans le jeu puis d'aller voir toutes les possibilités. Enfin, ce sont comme des personnages femmes tellement complexes et c'est super trippant pour nous, tu sais. Mais tu sais, jusqu'à il y a très récemment, c'était juste à travers la fiction puis à travers les représentations qu'on pouvait avoir une perspective féminine ou féministe sur des discours historiques, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi la démarche de Marini. Puis sa relecture sert aussi à ça, à donner une autre perspective. Puis c'est ça qu'elle disait dans l'entretien que j'ai lu. J'arrête pas d'y faire référence, mais c'était vraiment éclairant. C'était de donner une autre perspective sur cette histoire-là, tu sais, qui est extraordinaire, comme le disait Frédéric, tu sais. Mm-hmm. Oui, parce que c'est ça, c'est que quand Schiller écrit sa pièce, il fait comme plusieurs, c'est-à-dire il fantasme sur l'idée que ces deux femmes-là puissent se rencontrer. Elles ne se sont jamais rencontrées.
Marie Stuart s'est exilée vers l'Angleterre, en fait, en pensant qu'Élisabeth allait la recevoir et la protéger. Mais c'est ce qui est arrivé, mais quand même, Élisabeth l'a emprisonnée, en fait, pendant 18 ans sur le territoire anglais. Bon, c'était pas une prison, là, c'était pas la Tour de Londres, mais je veux dire, elle avait quand même ses dames autour d'elle et tout ça, mais je veux dire, elle était Captive. assignée à demeure, en fait. Et puis, et oui, captive. Et donc, elle était sur le territoire anglais. Elle a été arrêtée. Elle a été comme, c'est ça, à 18 ans, c'est ça, Oui. hein, comme captive, jusqu'à temps que l'arrêt de mort soit signé officiellement par moult manigances politiques, en fait, justement, où les Anglais ont voulu l'assassiner, la condamner officiellement. Et ce que je veux dire, c'est qu'elles se sont jamais rencontrées et que Schiller a eu ce désir-là d'inventer ça. Et ce que Marini fait, en fait, c'est qu'elle reprend ce pattern-là de la rencontre fictive de ces femmes-là, mais plutôt que de les réunir dans la violence, de les réunir dans la rivalité, dans la destruction, dans la hargne, elle les réunit finalement dans le rire. Elle les réunit vraiment comme dans la joie, dans la reconnaissance de l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans cette affaire-là. C'est cette posture-là, en fait, qui est magnifique, parce que le fantasme, qui encore, de toute façon, avait probablement toujours été imaginé par des hommes, l'étant par une femme, va dire complètement autre chose, en fait. Et là, c'est là où Marini est brillante, et c'est là où, justement, elle prend, sa posture, et c'est là qu'elle défend une idée qui est complètement nouvelle. C'est que femme pas femme, mère pas mère, mère complète, mère tout croche, fille tout croche, fille belle, fille pas belle. Je veux dire, c'est pas ça qui compte. C'est la solidarité. C'est la sororité. C'est la reconnaissance de la sororité, la reconnaissance de l'autre. Mais oui, mais pour faire du mille sur ce dont on parlait au tout début du premier épisode, la question de la confiance, Marini ouvre une brèche quand même en mettant en scène ce fantasme-là. Elle ouvre la brèche d'une autre possible façon de régner, où ce qu'on apprendrait, ça serait pas à se méfier de tous et toutes sauf de soi, mais plutôt de faire confiance à autrui et donc de possiblement régner avec plutôt que contre et seul. Et évidemment, je veux dire, l'histoire est l'histoire, puis on peut pas la changer. Puis Élisabeth, elle a signé le billet qui ordonnait l'exécution de Marie Stuart. C'est arrivé, puis c'est comme ça que ça se clôt chez Marini aussi. Mais elle installe quand même un autre chemin en parallèle qui fait beaucoup de bien, en tout cas dans nos imaginaires, qui ouvre quand même tout un espace là, par rapport à la question du pouvoir, il me semble. Est-ce que dans la pièce, là où les hommes ont le plus de pouvoir, c'est à travers la représentation du viol de Marie Stuart? Vous trouvez que c'est là où il y a cette idée-là du pouvoir des hommes sur les femmes? Marini mentionne que c'est une arme, que le viol, c'est une façon... puis elle en a parlé assez... D'arriver à ses fins, là, c'est un peu ça. Oui. Elle en a parlé assez ouvertement et explicitement. Si je me demande de quelle manière vous concevez ça dans la construction du personnage de Marie Stuart? Dans la pièce, vraiment, dans la construction de la pièce, puis le chemin personnel de mon personnage, disons, c'est le moment où elle fait « Ah ouais, c'est là que tout a basculé. C'est ce qui m'a mené à être enfermée. Ça a été le mauvais choix ultime, si je peux dire, tu sais. » Tu sais, c'est ça, c'est qu'on disait que la pièce de Marini est pas simple, tu sais, elle est très complexe. Dans la chronologie, c'est pas simple de comprendre nécessairement qu'est-ce qui est venu avant quoi, parce que surtout, Marie repasse au travers d'événements de sa vie passée pour justement essayer de comprendre c'est où que ça a flanché, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu le contrôle de ma vie, qu'est-ce qui fait que je me suis ramassée ici, enfermée, à bientôt mourir. Fait qu'elle repasse au travers tous les chemins de sa vie, puis elle applaudit les bons moments qu'elle a fait, tout ça. Et je pense que le moment du viol, c'est le moment où elle fait « Ah ouais, c'est là où j'ai donc bien essayé d'avoir d'avoir un pouvoir sur ma vie, sur le royaume, mais finalement, j'ai toujours été à la merci des hommes. Tu sais, finalement, j'ai pas fait les bons choix. C'est les hommes qui ont forgé ma vie au bout du compte. » Oui, bien en fait, dans le cas même du viol de Bothwell, elle fait pas de choix. Là, ben non, c'est le ultime, pas le choix, le imposé, là, bien sûr. Là,
Fait que c'est plus en ce sens-là où c'est la découverte, je pense, pour le personnage de OK, les hommes ont le contrôle de ma vie tout le temps, même si j'ai donc bien essayé par moment de le garder. Puis l'espèce de compréhension de ce qui l'amène à maintenant. Là. Je trouve ça super intéressant. Puis au départ, quand Annie m'en avait parlé un peu au téléphone, je trouvais ça vraiment intéressant que vous vouliez faire une espèce de statement féministe en montant cette pièce-là. Puis j'étais intéressée à essayer de comprendre, d'une part, pourquoi cette pièce-là, pourquoi la monter de cette manière-là. Puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à me demander pourquoi vous avez... Parce que Les Écornifleuses, c'est quand même une compagnie de théâtre qui est non mixte. Donc, seulement des femmes, des filles. Et je me demandais, vous avez choisi de travailler avec Frédéric Dubois, qui est un metteur en scène reconnu, masculin. Puis Frédéric, j'ai ma question pour toi, c'est comment tu abordes ça, ces enjeux féministes-là, en tant qu'homme allié des luttes féministes, j'ai l'impression. Comment tu travailles les personnages avec les filles pour faire en sorte que, justement, le discours féministe qui a été mis de l'avant par Marini soit entendu, qu'on le voit bien. Comment tu travailles ça dans la représentation elle-même en tant que metteur en scène? C'est une bonne question parce qu'en même temps, tu sais, tu fais « Oh my God, c'est quoi ma posture? » Je veux dire, suis-je un intrus dans toute cette histoire? Puis, tu sais, mais on en a parlé quand même un peu de ça. Déjà, tu sais, d'emblée, avant toute chose, tu sais, je pense qu'on est ensemble parce que artistiquement, on s'aime. Personnellement, on s'aime beaucoup. Puis artistiquement, tu sais, on a amorcé aussi, tu sais, on a fait Les Reines de Chorette, qui est une pièce, tu sais, justement, qui est un peu dans le même bassin d'idées, là, en fait, aussi, tu sais, où il y a un rétablissement d'histoire, d'une historicité de personnages shakespeariens, où les femmes sont éclipsées et où un auteur, soudainement, plutôt qui était supposé, en fait, faire une adaptation de Richard III, décide d'en aller en coulisses et d'écouter les femmes qui attendent derrière le rideau, en fait, et de leur donner le pouvoir sur la machine dans laquelle elles sont prises et la machine qui va les... Bon, on a travaillé ça, on a travaillé les reines. Fait, je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée à travailler avec les filles sur Marie Stuart parce qu'il y avait comme une continuité dans cette affaire-là. Puis après, tu sais, pour moi, dans tous les débats en ce moment, en plus qu'on a justement, tu sais, sur le féminisme, sur, tu sais, qui sont revenus, puis en plus comme directeur d'école où je vis beaucoup ça avec mes élèves qui posent beaucoup de questions par rapport à ça, Black Lives Matter et tout ça, tu sais, pour moi, la posture la plus simple à prendre, c'est une posture de conversation, d'écoute surtout, puis de conversation, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça qu'on travaille. Vous m'arrêterez les filles là, si je me trompe. C'est-à-dire que on a pris la décision, bon, ben déjà, d'éclairer le texte, de présenter le texte dans toute sa poésie, sa splendeur, sa littérature, parce que le texte en soi parle énormément. Donc, d'investir cette parole-là simplement. D'éclairer le corps, parce que notre proposition va dans ce sens-là, en fait, là, c'est-à-dire qu'on découpe vraiment, tu sais, par des lignes, par un territoire géographique lumineux, les corps des actrices pour parler de ces reines-là, qui sont à la fois dans la pénombre et dans la pleine clarté. Tu sais, moi, je suis pas bon en création, je suis bon avec des textes. Et j'aime éclairer des textes et réfléchir des textes. Puis je pense que je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Pour moi, je pense que la force que j'ai, c'est que puis je le dis en toute humilité, tu sais, c'est que c'est ce que j'allais dire, j'aime les textes. J'aime éclairer les textes et je fais de la mise en scène, mais moi, je trouve qu'une belle mise en scène, c'est une mise en scène qui élève les textes. Ben, tu te mets au service du texte, en fait, c'est ça. T'es super respectueux envers le texte. Je ne sais pas de dépasser ou de faire dire quelque chose d'autre à ce texte-là que ce qu'il dit. Et je cherche la voix de ce texte-là dans la voix des actrices et dans leur corps. C'est ça ma posture d'allié, en fait. C'est d'aimer profondément ce texte-là et qu'on ait toute la latitude et la possibilité d'en parler et de le défendre et de l'éclairer au maximum. J'aurais une question aussi qui s'adresse à toi, Frédéric, mais aussi aux filles.
C'est quoi votre boîte à outils conceptuelle du point de vue des études féministes ou du féminisme comme pensée? Avec quoi vous avez travaillé? Est-ce que vous avez lu des théoriciennes, des historiennes, des autrices, des essais? Est-ce que vous avez décidé de laisser toute la place au texte de Marini sans nécessairement essayer de le travailler avec des outils qui étaient orientés vers la lutte des femmes? Comment vous avez abordé ce texte-là d'un point de vue féministe? Parce que tu sais, c'est dur à prendre en tant que femme, tout le poids des représentations historiques, de la manière dont les femmes ont été représentées dans l'histoire. Des fois, on a besoin d'avoir un peu des béquilles ou des remparts ou enfin de quoi où on peut se raccrocher finalement pour essayer de comprendre puis d'accepter tout ça puis pour en faire quelque chose de constructif, pour en faire un moteur. Donc, ma question est un peu en deux temps, là, c'est-à-dire que quels ont été les outils que vous avez utilisés, les outils conceptuels ou théoriques si vous en aviez, puis aussi comment en tant que femme vous abordez vous ce texte-là en tant que femme peut-être féministe, etc. Ben en fait, j'espère réussir à répondre à ta question, mais pour moi personnellement, je n'ai pas étudié, j'avais pas d'outils théoriques ni de concepts en tant que tel. Tu sais, là, tu sais. J'ose, à la limite, j'ose peut-être pas me dire féministe. Je suis féministe, mais par une drive, par quelque chose qui brûle en dedans, tu sais. Mais je ne pourrais pas te parler de théorie tant que ça, tu sais. Je n'ai pas ces connaissances-là. Mais en fait, moi, ce qui m'a touchée dans ce texte-là, c'est la dimension multiple de ces reines-là. Puis c'était bon, enfin, de la matière à jouer, puis de la colère, puis de la vengeance, puis de la frustration, puis de l'amour, puis de la passion, puis c'était tout ça, tu sais, parce que, tu sais, si je reprends les spectacles passés de la compagnie Les Écornifleuses, tu sais, je pense que c'est ça, c'est que ben là, je m'avance peut-être, mais je pense pas qu'une de nous a nécessairement choisi un spectacle par rapport à des théories féministes. Mais tu sais, si on reprend notre spectacle passé, Titus, Edith avait proposé d'inverser les rôles, tu sais, que les femmes jouent les rôles masculins puis que les hommes jouent les rôles féminins. Puis ça a tellement fait du bien. Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça. C'était ça, notre pulsion féministe. C'était, ouais, à nous aussi, les femmes, on peut avoir cette colère-là, cette violence-là. On peut avoir un désir immense de vengeance. On l'a, cette violence-là, nous autres aussi. Puis vous, les hommes, vous avez peut-être à explorer c'est quoi la résilience, c'est quoi le pouvoir plus caché du corps, de la sexualité, c'est ça, c'était permettre l'infini aux femmes aussi. Fait que pour moi, c'est ce que je retrouvais dans le texte de Marie-Stuart de Dacia Marini. C'était plus juste une image, une impression qu'elles ont laissée sur l'histoire. C'était tout le possible bagage, même si on ne sait pas s'il est réel ou non, mais toute la possible profondeur de ces femmes-là. T'sais. Fait que, est-ce que je réponds à ta question? Je pense que oui. Oui, tu réponds. C'est juste que je me demande, est-ce que c'est une façon de répondre à l'histoire aussi? Tu sais, de répondre à toutes ces représentations-là qui ont formé un peu... Ben oui, répondre et éventuellement, j'espère la changer. Tu sais, dans le sens que, ben tu sais, là, je pense que les pièces qui s'écrivent maintenant, les personnages féminins ont plus de pouvoir, là, ont plus de complexité, mais ouais, tu sais, je pense que c'est dans un espoir d'éveiller qu'une chose n'est pas fixe. Il n'y a pas juste un seul angle pour aborder une histoire, une situation, un personnage. Il y en a plusieurs. Essayons d'ouvrir notre regard à d'autres réalités qui sont tout autant valables que le seul regard masculin ou le seul regard de l'histoire, qui a été beaucoup, pour moi, un regard masculin, on s'entend? On a toujours aussi dans la composition de nos équipes de création de nos spectacles des Écornifleuses, on a toujours accueilli aussi des points de vue masculins. C'est-à-dire que même si on est une compagnie qui, oui, a été fondée par des femmes, on a toujours travaillé de façon mixte parce que je pense que ça fait partie aussi d'une position féministe qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'isoler, de se cantonner entre nous, puis d'avoir des interlocuteurs, des créateurs avec nous qui ont un autre point de vue peut-être sur certaines questions ou qui vont nous forcer, entre guillemets, à nous questionner des fois sur des
des sujets, des concepts, des thématiques qu'il y a dans le spectacle, des réalités que ces femmes-là qu'on incarne vivent, tout d'un coup, le point de vue, le regard, la question qui va nous être adressée va résonner encore plus fort en nous parce que c'est peut-être quelque chose qui est un peu acquis ou qu'on fait sans s'en rendre compte. Puis là, ben, ça force des discussions, là, c'est-à-dire ça provoque des discussions, des réflexions. Puis je pense que ça enrichit notre travail aussi. On a créé cette compagnie-là pour, oui, se donner des rôles de femmes qui étaient charnus et consistants. Mais en même temps, je veux dire, on a toujours ouvert la porte aussi à des discussions beaucoup plus élargies que simplement entre femmes, disons. C'est pour nous, le choix de Fred, bien sûr, en plus, il connaît vraiment très, très bien l'histoire des rois et tout ça. Il l'a travaillé souvent. Mais Fred a la sensibilité de justement, ce qu'on disait tantôt, de fouiller un texte pour le faire briller. Il y a la sensibilité, puis il y a la sensibilité de tous les personnages, de trouver pourquoi ils agissent comme ça. Il y a un côté très, très, c'est ça, très humain, très sensible. Puis ce respect-là du texte, de l'auteur, du message des personnages, ça fait des dialogues extrêmement riches et pertinents, tu sais. Je pense qu'on va chercher des partenaires, des concepteurs qui ont une sensibilité et un respect de l'autre et un désir réel d'écouter le message qui a à être dit. T'sais. Est-ce que vous avez été inspirée comme créatrice, créateur par le théâtre des femmes qui a eu lieu au Québec, notamment dans les années 70? Parce que c'est aussi le courant dans lequel s'inscrit Marini en Italie, c'est-à-dire que c'est un courant historique du théâtre des femmes qui... c'est un peu partout en Occident. Hein? Puis je me demandais, est-ce que vous avez été inspiré par ce courant-là, par ces autrices-là, par ces metteurs en scène-là? Je pense à Paul Pelletier qui à mon avis, est pas assez... On n'en parle pas assez. Ou pas du tout, ou c'est pas quelque chose qui vous allume? Ou... C'est drôle, hein? Moi, je suis inspirée par mes élèves. Tu sais, je suis à l'école, puis c'est très difficile d'être un directeur d'école en ce moment. Dans ce monde. Mais en même temps, c'est extrêmement stimulant parce qu'on est, tu sais, je suis barouettée de partout par des questions, tu sais, qu'il faut se poser. Puis les jeunes femmes à l'école sont magnifiquement féministes, tu sais, puis ils posent beaucoup de questions à l'institution, tu sais, sur ce qu'on présente, sur ce qu'on joue, sur les rôles des femmes, sur les distributions, sur qui peut jouer quoi. La diversité des corps. La diversité des corps, sur... Pourquoi je ne jouerais pas Caligula? Pourquoi je ne jouerais pas Richard III? Puis, tu sais, moi, j'ai décidé, tu sais, de tout ouvrir cette affaire-là. Tu veux jouer Caligula, on joue Caligula. Tu sais, je veux dire, j'ai laissé des filles jouer, tu sais, comme, tu sais, j'ai monté Henri VI, je leur ai donné les rôles. Tu sais, comme, je suis full là-dedans parce que je réfléchis avec eux autres là-dessus, en fait. Tu sais, puis je les encourage, justement, en faisant ça, à s'en aller dans le métier puis à aller porter ces questions-là dans le métier après, tu sais. Puis on forme des autrices, tu sais, on forme des scénographes, on forme des directrices de production et tout ça, tu sais. Puis on est beaucoup challengés là-dessus, tu sais, sur la place des femmes dans le théâtre. Il y a un mouvement qui est très, très fort en ce moment à Montréal, au Québec, là-dessus. Puis je me sens vraiment, tu sais, quand il y a eu les femmes en théâtre à Espace Go puis qu'il y a eu un forum, tu sais, il y avait comme 150 femmes, 8 hommes, tu sais. Puis moi, j'étais là, tu sais, fait que puis je suis allée pour mes étudiantes. Je suis pas allée, tu sais, je suis allée pour moi parce que j'avais le goût, mais je suis allée pour mes étudiantes parce que j'avais le goût de parler avec elles de ça, puis j'avais le goût, tu sais, d'être au fait de ces affaires-là, puis que ce qui fait que pour moi, tu sais, faire Marini puis travailler avec les écornifleuses, c'est continuer à contribuer de cette manière-là aussi. C'est-à-dire, c'est de me mettre dans la conversation, c'est de me mettre dans le dialogue. Puis ça m'oblige à me mettre dans le dialogue puis à réfléchir sur des affaires qui sont dans mes angles morts, que je vois pas, puis que je suis obligé, tu sais, parce que je veux être meilleur, puis je veux mieux comprendre, puis, tu sais, je veux le faire en théâtre pour tout, c'est-à-dire que je pense que pour être un bon metteur en scène, il faut être curieux de tout, mais aussi vraiment beaucoup pour mes étudiantes, parce que je veux pouvoir parler de ça avec elles et je veux pouvoir, si elles me challenge, tu sais, comme trouver avec elles des réponses. Puis en faisant ça, moi, je participe un petit peu à cette affaire-là, en fait, parce que la bataille n'est pas gagnée. On pense évidemment, tu sais, comme d'emblée à #MeToo, etc. Puis les failles
hyper béantes qui ont été exposées au grand jour de tout ça, tu sais, comme si c'était nouveau, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, mais qu'on se pose encore des questions si c'est légitime qu'il y ait une vice-présidente aux États-Unis, que la ville de Montréal soit dirigée par une femme, tu sais, je veux dire, comment se fait qu'on se pose ces questions-là, tu sais, puis pourquoi on parle encore, tu sais, de que la parité est un combat, puis en politique, mais Chris, en théâtre, bon, ça y est, j'ai sacré. Fait que tu sais, moi, en faisant ça, puis en travaillant avec les filles, en fait, ce que je dis, c'est comme, oui, tu sais, tous ces changements-là, tu sais, puis tout ce mouvement-là, tu sais, est nécessaire. Puis Marénie, c'est ça qu'elle fait. Fait que non, je m'enracine pas nécessairement dans les mouvements politiques des années 70. Mon Dieu, quel détour pour répondre à ta question. Mais en le faisant aujourd'hui, forcément, on prend tu sais, il y a un relais qui est pris. Tu sais, moi, je défendais ça beaucoup, tu sais, c'est-à-dire, les filles, là, les Écornifleuses, c'est la seule compagnie de femmes à Québec. Je veux dire, c'est terrible que ce soit rare. Puis parce que je les aime artistiquement d'amour, que j'ai le goût de monter ces textes-là avec elles, puis de les éclairer, comme disait Joanie, pour que justement on puisse raconter la détresse, puis le changement, mais à travers la détresse, la rigueur, puis la fougue de deux personnages qui sont encore aujourd'hui des repères dans nos vies, parce qu'on en parle depuis 3 heures. Puis le miroir, on le tend en fait après ça, puis on continue de nourrir l'imaginaire des spectatrices, des spectateurs, pour que justement ces textes-là puissent continuer d'amener quelque chose d'universel puis d'important dans le discours public. Et voilà ma réponse. Yeah! Excellente réponse, merci. Moi, j'avais envie de te demander, Marie-André, tu as lu la pièce, tu sais, puis comment cette pièce-là s'inscrit vraiment dans le mouvement de la deuxième vague du féminisme, tu sais, est-ce que dans les thèmes, est-ce que tu reconnais vraiment les thèmes dans la pièce Marie Stuart qui étaient vraiment les sujets chauds? Moi, j'ai plus... mon regard s'est plus arrêté sur l'acte de réécriture puis de réactualisation de Marénie. C'est ça qui m'intéressait le plus. Dans l'idée de prendre cette pièce-là qui, selon Marénie elle-même, était, je cite, presque parfaite, fermeture de citation, et d'en faire une relecture. Ça, c'est mes réflexes de personne académique, fermeture de citation. D'en faire une relecture puis de redonner la parole, de redonner à ces personnages-là non seulement leur complexité, parce qu'ils sont complexes aussi là, dans la pièce de Schiller, mais de redonner ou de mettre de l'avant peut-être justement leur potentiel agentif, les possibilités d'action sur leur environnement, sur leur propre vie, de travailler à mettre en relief aussi, puis à mettre en nuance toute la question du soin, du care, à travers un discours sur la maternité qui est très paradoxal, qui est très étonnant aussi à certains moments. C'est donc pas sur le texte lui-même, je pense que j'aurais envie de me prononcer, mais plutôt sur le fait que en 1975, une autrice italienne décide de reprendre cette pièce-là, de la relire, de la réécrire, de la réactualiser pour mettre de l'avant les personnages féminins. À une époque où, on le sait, le féminisme est en pleine deuxième vague. En 1975, c'est l'année internationale de la femme, entre guillemets, donc décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Partout en Occident et ailleurs, là, il y a des grands mouvements. Le mouvement italien, pour ce que, encore une fois, je suis pas une spécialiste là, du mouvement italien, mais le mouvement italien est très, très uni autour de ses revendications. C'est aussi une décennie, la décennie 70, où en Italie, on va légaliser le divorce. Donc, il y a là des enjeux que, oui, on trouve dans la pièce, toute la question du mariage, etc. Donc, c'est très présent dans le discours social de l'époque. Ça circule beaucoup. C'est très important dans le mouvement féministe. Toutes les questions qu'on pose aux femmes concernant la maternité, ce qu'on appelait à l'époque, en français en tout cas, l'hygiène sexuelle, la contraception, éventuellement l'avortement, le droit à la jouissance aussi, c'est quelque chose qui est très important, qui est une des revendications très importantes dans le mouvement de la deuxième vague. Tu sais, pour moi, tout ça, ça tombe sous le sens, là, puis c'est pas un hasard, tu sais, que cette relecture-là ait été faite à cette époque-là, puis de cette manière-là,
C'est pas un hasard, puis ça va tout à fait dans l'ordre des choses. Fait que c'est plus là-dessus que moi j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir sans nécessairement aller trouver des citations dans le texte pour en faire des analyses serrées là, tu sais, dans la maille du texte, ce qui aurait été aussi par ailleurs possible. Mais donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que finalement la conception du pouvoir chez Marini s'articule autour de la question de la solidarité que par rapport au conflit à proprement parler. Puis ça c'est quelque chose d'intéressant à analyser d'un point de vue féministe aussi. Parce que... c'est le début d'une complicité qu'il n'y avait pas dans la version de Schiller. Oui. Cette complicité-là est magnifique dans le texte de Marini. Ça redonne un autre pouvoir aux femmes, en fait. Tu sais, il y a des éléments qui sont hyper importants. L'aphorisme qui est ressorti ou qu'on retient beaucoup de la deuxième vague, c'est le privé est politique, tu sais. Le privé est politique. C'était ça, Personal is Politic aux États-Unis. Carol Anish, c'est elle qui en parle en premier. Puis c'est tout à fait présent dans la pièce. Le privé est politique. Les choix que je fais dans ma vie privée, ça a des conséquences sur ma vie politique. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Puis j'ai l'impression que Marini l'a vu, tu sais, en lisant déjà la pièce de Schiller, puis en faisant sa relecture, elle l'a vu, puis elle a voulu en parler d'une manière différente peut-être à travers les voix des personnages. Donc c'est fou, on le montre présentement parce que ça fait encore écho de nos jours à c'est ça, tu sais. À une réalité. C'est ça qui est un peu triste. C'est triste, puis aussi c'est lourd à porter. C'est ça que je trouvais intéressant aussi, que je voulais amener dans la discussion. C'est-à-dire que là, si j'enlève mon chapeau de prof ou d'académique, puis j'essaie de mettre plutôt mon chapeau en fait, c'est difficile, là, je porte tous mes chapeaux en même temps souvent, mais c'est juste que c'est dur, tu sais, de constater à quel point l'histoire a été violente, cruelle envers les femmes, tu sais. Dans les représentations, dans la réalité, dans la fiction, tu sais, la question de la confiance, la question du pouvoir. Puis c'est dur à porter, même pour des femmes d'aujourd'hui. Tu sais, moi, en lisant la pièce ou en réfléchissant à ce que je voulais dire pendant le podcast ou en pensant que vous étiez en train de monter cette pièce-là, je me disais, tu sais, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, là. Tu sais, c'est ça, c'est ce poids-là qu'on porte aussi comme femme encore en 2021, tu sais, puis c'est pour ça qu'on monte encore ces pièces-là ou qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors, tu sais, pour moi, l'actualité de la pièce est pas approuvée, tu sais. Puis oui, en quelque part, c'est quelque chose de malheureux. En même temps, je pense que maintenant, on a des outils aussi pour réfléchir ces enjeux-là différemment, puis pour mener les luttes aussi différemment sur différents fronts, différents terrains. C'est important de penser aussi que, tu sais, les revendications à certaines époques, ce sont des revendications que d'autres femmes mènent encore aujourd'hui dans différents contextes. Et puis que cette solidarité-là, faut l'établir, tu sais, puis il faut y penser aussi. J'imagine, je sais pas si vous le faites comme créatrice, mais moi, comme prof, en tout cas, j'essaie de penser à ma position quand je parle, tu sais. Ma position de femme qui est privilégiée, tu sais, à bien des égards par rapport à d'autres dans d'autres contextes, etc. Donc c'est plutôt à ça que j'ai réfléchi, plutôt qu'à faire des analyses serrées. Je suis plus dans le macro, je dirais, dans le... Oh, mais c'est super, ça situe vraiment bien la pièce. C'est justement, c'est pas tout le monde qui a ces codes-là ou ces connaissances-là par rapport à la deuxième vague du féminisme et tout ça. Puis je veux dire, ça résonne effectivement, c'est pile poil la pièce, là, c'est exactement ça. Fait que c'est beau de voir... Mais tu sais, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais la reprise de certains des codes ou certains des éléments du langage de la deuxième vague puis du féminisme qu'on a appelé le féminisme radical, c'est fou. Puis dans le discours culturel, c'est très présent. Tu sais, à Montréal, je pense à une librairie qui s'appelle la librairie féministe Le Guélion. Le Guélion, qui est un roman de Luc Bersianic, qui est une figure hyper importante du féminisme de la deuxième vague au Québec. Vous reprenez cette pièce qui est une pièce importante de Marini, qui elle-même est une figure importante de la deuxième vague en Italie. Les essais d'Andrea Dworkin sont traduits et publiés aux éditions du Remue-Ménage. On vient tout juste de republier une pièce qui s'appelle Maman travaille pas à trop d'ouvrages aux éditions du Remue-Ménage. C'est une pièce marquante du théâtre québécois de la deuxième vague aussi. Donc, il y a une espèce d'effet d'entraînement, sans aucun doute, là, qui fait en sorte que oui, on essaie de revoir puis de réactualiser certains des enjeux qui étaient hyper importants dans les années 70 pour un discours qui a véritablement changé le cours du mouvement féministe de toute façon, là, c'est certain, tu sais. Puis on revient un peu à ces racines-là
Parce que c'est ça, au fond, aussi, le féminisme radical. Hein. Radical, c'est dans le sens de racine. C'est dans le sens d'aller trouver la racine du problème, la racine de l'oppression des femmes. Et ce que disent les féministes radicales, c'est de dire que la racine du problème, c'est le patriarcat. Et puis ça, c'est partout dans la pièce que vous montez. Mhm. La question de donner un héritier au trône, d'avoir un gars qui porte les gènes d'un autre gars qui deviennent rois les uns après les autres. La question du mariage, c'est partout aussi. Donc ça, c'est intéressant, j'ai l'impression. Ça, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai hâte de voir la pièce aussi pour ça. Ben, je pense que ce que Marini écrit aussi avec Marie Stuart, c'est que, bon, t'as nommé toutes sortes de manifestations du patriarcat. Puis je pense que dans sa pièce, ce qu'elle avance aussi, c'est qu'une autre arme excessivement puissante du patriarcat, c'est de détruire les liens ou de les empêcher. Ben oui, absolument. Tu disais que c'est une pièce qui parle de sororité puis de solidarité. Puis pour moi, c'est ça aussi qui est fait valoir. C'est que le lien est impossible. Puis que c'est ça qui amène ces deux femmes-là au destin, bon, tragique dans le cas de Marie Stuart et pas complètement non plus lumineux dans le cas d'Élisabeth. Là. Puis t'as mentionné le care tout à l'heure. C'est un concept qui est quand même peut-être un peu plus récent que les années 70. Là. C'est dans les années 80 que ça émerge, mais je suis convaincue que si ça avait existé à l'époque où Marini a écrit Marie Stuart, elle aurait revendiqué une appartenance à toute cette école-là parce que c'est partout cette volonté d'établir des connexions et cette impossibilité pour ces femmes-là d'en établir. Et ce, même avec leurs suivantes, qui sont pourtant dans leur antichambre avec elles finissent par, les liens qui existent avec leurs suivantes finissent par être comme renversés, elles finissent par être à décharger une violence sur leurs suivantes. Puis on le sent bien qu'il y a comme quelque chose qui ne leur appartient pas là-dedans, que c'est pas leur volonté de détruire le lien, mais qu'il y a comme quelque chose il y a un système plus fort qu'elles qui les mène à ça. Puis pour moi, toute la scène de l'exécution, la scène finale, bon, historiquement, on sait pourquoi ça a eu tout ça, mais chez Marini, c'est comme si tout à coup, elle prenait une autre dimension. Puis on a l'impression que le personnage de Marie, que la femme, Marie Stuart, est broyée littéralement broyée, là. Ses fils entre sa tête et son corps sont coupés. Puis ça, il y a une réplique qui dit ça, là, on coupe les derniers fils, on coupe tous les liens sont coupés. Mais c'est ça qui est intéressant dans la relecture, puis c'est ça la praxis féministe, c'est de refaire, de retisser ce qu'on a essayé de défaire. Mm. Puis à travers sa relecture, elle le fait, Marini, dans une certaine mesure. Tu sais, oui. J'ai l'impression. Il y a une belle réplique à la fin où... excuse-moi, Marie, je t'ai coupée, mais à la fin, justement, où Marie Stuart, quand elle sait qu'elle va mourir, elle écrit une lettre à sa cousine et elle dit « Il fut un temps où les gens disaient que si l'une de nous avait été un homme, notre mariage aurait été le plus sensé de toute l'histoire. » Tu sais, c'est comme si, justement, puisqu'elles sont femmes, elles ne peuvent pas coexister en même temps. Si une d'elles avait été un homme, OK, là, ça aurait été hot. Mais non, puisqu'elles sont les deux femmes, elles ne pouvaient pas exister en même temps. Tu sais, c'est assez terrible de... Mais c'est beau, cette réplique-là. C'est comme si ça redonne une espèce de respect de l'autre, Mais ça, je trouve ça intéressant parce que c'est le double standard aussi qu'on peut constater aujourd'hui avec nos yeux de contemporains et de contemporaines, tu sais. Oui. Par rapport aux hommes. Ça, c'est une chose. D'autre part, ce que je voulais mentionner, c'est encore une fois la question du viol qui est jouée différemment dans la pièce de Marini par rapport à la pièce de Schiller. C'est un élément qui était très important dans le discours féministe de la deuxième vague qui a été dénoncé. Puis notamment, là, Kate Millett qui dit que le viol est la forme de violence la plus aiguë qui est perpétrée envers une femme seulement parce qu'elle est une femme. Et donc, tu sais, puis quand je lisais la pièce, j'étais convaincue que Marini avait eu accès à ces discours-là féministes qui sont peut-être plus essayistiques ou qui relèvent plus de la prose d'idées, parce que la manière dont elle place très stratégiquement certains des éléments importants de la pièce, notamment celle du viol, la manière dont elle parle du mariage, de la maternité, ça fait écho à tout le discours féministe d'ensemble de cette époque-là. Puis ouais, ben, je trouvais ça intéressant de le noter. Non, puis c'est ce que tu disais tantôt, Joanie, aussi, c'est que Marie Stuart réalise à ce moment-là, tu sais, que c'est le geste de trop, en fait, le viol, tu sais, que malheureusement, tu sais, c'est l'affaire qui la détruit, tu sais, qui l'assimile, en fait, tu sais, c'est terrible. Alors qu'elle avait laissé juste
ses passions vivre, tu sais. Puis je n'amène rien de nouveau en disant ça, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, ça va avec ce que Marie-André vient de dire, que c'est la violence extrême, là, tu sais, dans le sens que c'est vrai, c'est le moment où ça l'a détruit, où elle a arrêté d'être en contrôle de sa vie. Tu sais, ça l'a tellement détruit, on dirait que ça l'a effacé. Tu sais, je sais pas, on ne sait pas si ça l'a duré, on ne sait même pas si dans les faits, ça a été ça. Mais dans la pièce de Marini, on a l'impression qu'à partir de là, elle a dû se laisser porter parce que ses repères étaient perdus, là, tu sais. Parce que c'est juste que ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ait choisi de relire une pièce où il y a 4 personnages joués par 2 actrices. Ce que j'ai lu par rapport au féminisme italien de l'époque des années 70, un des éléments qui était particulièrement important, c'est qu'au sein du mouvement, contrairement à ailleurs, il n'y avait pas autant de dissensions par rapport aux courants de pensée, notamment aux allégeances théoriques, etc. Donc ça, c'est une chose. Puis d'autre part, un des éléments discursifs qui étaient les plus importants, c'est l'idée selon laquelle les luttes individuelles étaient intimement liées et d'une manière indéfectible aux luttes collectives. Et donc, le fait de faire parler des personnages individuels dans la pièce plutôt que de, je sais pas moi, tu sais, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de voix collective, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du discours collectif dans cette pièce-là par rapport à la représentation, puis ça, mais je trouve ça intéressant, puis je me demandais, est-ce que vous allez essayer de le représenter, ça, sur la scène, à travers la mise en scène, la scéno, etc., ou c'est quelque chose que vous allez explorer plutôt les individus sans nécessairement aborder de manière approfondie les enjeux collectifs? Pour moi, ça passe par le corps, puis le corps, c'est l'outil commun, là, c'est le point commun aussi, là, c'est l'âme commune, c'est l'enracinement commun, le corps, là, tu sais. Mais c'est la vulnérabilité aussi. Aussi. Puis l'autre affaire, c'est que, et c'est les 2 premières répliques du spectacle, c'est-à-dire c'est en moi un miroir. Fait que tout est là aussi, tu sais, dans le sens que dès le début, Marini, elle ouvre la porte en disant on va se regarder, tu sais. On va regarder comment je me reflète en toi. Puis, tu sais, est-ce que mon reflet en toi est mon propre reflet? Puis c'est pour ça qu'elle utilise les mêmes actrices pour jouer et à la fois la servante et à la fois la reine, c'est-à-dire que tu es reine, mais tu es la servante de l'autre. Parce que justement, tu sais, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Puis le discours après ça, tu sais, est enraciné dans toutes les strates, tu sais, de politique et humaine et tout ça. Puis, mais le jeu, puis la mise en scène, c'est ça qu'elle fait, en fait, c'est-à-dire qu'on travaille en miroir. On travaille en miroir où le corps est à peine éclairé, où on éclaire ce qu'on veut voir, en fait, et on se regarde l'une dans l'autre, mais on se regarde aussi. Il y a du miroir sur la scène aussi. Tu sais, il y a cette idée-là vraiment de... Et le miroir, l'éclat du miroir, ben, c'est la multiplicité des voix et des paroles. Et c'est là, en fait, où une femme devient toutes les femmes, je pense. Bien, je pense aussi que cette question-là d'avoir une même comédienne qui joue à la fois la suivante et la reine, c'est aussi sa façon à Marini de créer un lien. Parce que, Fred, tu disais, ça passe par le corps. Bien sûr, ça passe par le corps. Là, on a un même corps qui représente, certes, 2 personnages différents, mais nous, comme public, c'est quand même, quand on voit, par exemple, la dernière scène où c'est Kennedy, qui est la suivante de Marie Stuart, qui décrit la scène de l'exécution, bien, la personne qui nous relate ça, c'est quand même la personne qui a interprété Élisabeth depuis le début du spectacle. C'est Marie-Hélène, c'est le même corps. Puis forcément, on travaille quand même une certaine... Bon, on établit une certaine distinction dans la posture, mais on n'est pas non plus... On fait pas de grands changements de costume. On n'est pas du tout dans un travail de... On distingue absolument la suivante de la reine. Au contraire, même on les rapproche, ce qui fait qu'au fil du spectacle, bien, il y a un flou qui s'installe. Et ce flou-là permet qu'il y ait un lien, permet que tout à coup, Élisabeth soit un peu présente et un peu touchée, bien, pas beaucoup touchée même par l'exécution de Marie, qu'elle vive une peine qu'elle partage avec Kennedy, la suivante de Marie Stuart. Vous venez d'écouter le 2e épisode du balado Marie et Élisabeth, supporter le poids de la couronne, avec Joanie Lehoux, Marie-Hélène Lalande, Marie-Ève Lucier-Gariepi, Frédéric Dubois et Marie-André Bergeron, dans une production des Écornifleuses.